Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il est temps de retrouver notre bonne amie Sarah Riopel. Sarah, bienvenue. Sarah gère toutes les solutions de portefeuille chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas encore joints à nous, ce serait bien dommage d'ailleurs, vous devriez vous joindre à nous chaque semaine parce qu'on ne sait jamais quand Sarah y sera. Elle est formidable, comme vous allez vous en rendre compte. Sarah, comment allez-vous? Très bien, un peu sous le coup du décalage, le décalage d'horaire. J'ai voyagé dans le monde entier pour rendre visite à des équipes d'investissement au cours des 2 derniers mois environ. Je suis rentrée du Royaume-Uni la semaine dernière et j'étais à Hong Kong il y a 2 semaines, si bien que je ne sais plus trop sur quel fuseau horaire je me retrouve. Je savais que vous étiez à Hong Kong, mais je ne savais pas que vous retourniez au Royaume-Uni. Nous y sommes allés tous les deux plusieurs fois cette année. Mais y a-t-il quelque chose d'important à rapporter de ces visites? Ou est-ce justement de cela que nous allons parler? Vous allez nous faire un compte-rendu de tout cela aujourd'hui? Non, pas tout à fait. Je crois que nous allons plutôt parler des marchés et de l'économie. Là-bas, j'ai rencontré les équipes de placement pour mieux comprendre ce qui se passe sur les différents marchés, dans les différentes catégories d'actifs, ainsi que la manière dont elles font face à la volatilité que nous avons connue ces 2 derniers mois. C'est l'essentiel, car il faut comprendre ce qui se passe dans tous les mandats d'actifs sous-jacents. Ainsi, lorsque vous composez les portefeuilles globaux à différents niveaux de risque, qu'ils soient équilibrés ou encore plus prudents, vous devez comprendre ce qui se passe sous la surface afin d'obtenir la bonne combinaison d'actifs à l'échelle supérieure. C'est bien ça? C'est tout à fait exact. Et tous les portefeuilles ne sont pas aussi performants à un moment donné précis. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, mais il y a toujours des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle nous avons des portefeuilles diversifiés. Parce qu'ils ne seront pas tous positifs et ne performent pas tous en même temps. Il faut s'asseoir avec des gestionnaires pour comprendre quels sont les points faibles de leur stratégie ou de leur catégorie d'actifs et sur quoi ils se concentrent pour faire repartir les performances dans la bonne direction. Et c'est important, car la diversification est l'un des éléments qui nous aideront à résoudre le problème que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir la volatilité. Les marchés sont très volatiles. La diversification est un moyen de l'atténuer. Avoir une bonne combinaison d'actifs au départ, mais en veillant à déplacer le portefeuille là où il faut lorsque les choses deviennent un peu incertaines, comme c'est le cas aujourd'hui, je dirais. Alors, qu'avez-vous fait pour contrer cette volatilité? Oui, bon, alors, il est donc important, comme vous l'avez dit, de commencer par une répartition neutre des actifs, c'est-à-dire un bon mélange de différents types de catégories d'actifs qui évoluent dans des directions différentes à des moments différents. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de la fixer et de l'oublier. Il faut surveiller cette catégorie d'actifs au fil du temps et chercher à tirer parti des opportunités qui se présentent. L'une des pires erreurs que peuvent plutôt commettre les clients face à la volatilité que nous avons observée ces derniers mois est de paniquer. Ils ne supportent pas la douleur. Ils ne veulent pas perdre plus d'argent. Et dans ces périodes de volatilité, ils prennent des décisions sur la composition de leurs actifs qui ne sont pas nécessairement prises au bon moment. Par exemple, au mois d'avril, les marchés étaient en baisse. J'ai un graphique ici devant moi au cas où vous vous demanderiez ce que je regarde. Donc le 8 avril, le marché américain des actions avait chuté d'environ 16%. Puis le 9 avril, le président des États-Unis a annoncé une pause dans son plan tarifaire. À la fin du mois d'avril, quelques semaines plus tard, donc seulement, le S&P 500 aux États-Unis avait rattrapé toutes ses pertes. Tout cela en l'espace de 4 semaines. Nous avons chuté de 16%, puis nous sommes revenus à la normale. Ainsi, tous ceux qui ont paniqué face à cette volatilité au début, pendant les 8 premiers jours d'avril, et qui ont modifié leur plan d'investissement en conséquence, s'ils avaient simplement attendu, s'ils avaient été patients et avaient attendu 2 semaines de plus seulement, ils ne se seraient même pas rendus compte de ce qu'il s'était passé à ce moment-là. Si l'on examine la situation aujourd'hui, depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mai, et si l'on regarde les rendements actuels, on constate que la plupart des marchés boursiers ont enregistré des rendements positifs depuis le début de l'année. C'est comme si le mois d'avril n'avait même pas eu lieu. C'est pourquoi il est très important de se concentrer sur une vision à long terme et de faire de son mieux pour ne pas paniquer face à la volatilité ou prendre des décisions inopportunes. De notre côté, nous considérons ces périodes de volatilité comme une occasion potentielle d'acheter des produits en solde, si l'on veut. C'est ainsi que nous avons acheté les actions à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Parce qu'elles avaient été bradées et qu'elles étaient moins chères qu'elles ne l'étaient quelques semaines auparavant, nous avons donc pensé que c'était une bonne occasion pour nous d'augmenter nos positions en actions à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Pour illustrer la rapidité avec laquelle cela peut se produire, j'étais à Ottawa
J'avais la place convoitée, entre guillemets, juste après un gigantesque buffet, ce qui est souvent le cas. C'est la place que je vous offre à vous toujours parce que vous êtes une invitée de marque. J'étais assis là, avant le déjeuner, avec toutes sortes d'idées en tête sur la manière dont je vais parler de ces droits de douane et sur le fait que le marché est en train de s'effondrer, que nous sommes en train de subir une correction, etc. Je regarde le cours du S&P 500 sur mon téléphone juste avant de monter sur scène et tout à coup, un nouveau message. C'est le président qui tout à coup vient de changer d'avis sur l'annonce des tarifs douaniers et les choses s'inversent tout aussi rapidement. Je pense que le Dow Jones a fluctué de près de 2000 points et le S&P de près de 1000 ou 500 points. Il s'agissait d'un retournement massif en une seule journée. C'est pourquoi il faut se concentrer sur le long terme. Et ce que j'aime dans la diversification et dans le fait d'avoir un portefeuille diversifié, c'est que l'on ne ressent pas tout le poids de ces mouvements à la baisse. De sorte que l'on ne réagit pas de manière aussi émotionnelle et que l'on ne prend pas cette décision au mauvais moment et que l'on ne se fait pas mal à long terme. Tout à fait. L'environnement a été très fluide et aussi pénible qu'avaient été ces 2 derniers mois pour nos clients. C'est une étude de cas très intéressante qui montre pourquoi il ne faut pas trop se focaliser sur la volatilité ou les mouvements à court terme des marchés. Parce que, comme je l'ai dit, on fait le bond jusqu'à aujourd'hui et beaucoup de choses concernant les droits de douane et les mouvements du marché qui se sont produits en mars et en avril ne sont en fait plus valables. Les choses ont évolué très rapidement. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers l'avenir. La situation est très différente aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 2 mois, lorsque les premières menaces de droits de douane ont été proférées. Et que dire de la prise de contrôle du Canada par les États-Unis en tant que nouvel État, et d'autres choses encore. Le discours est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 2 mois. C'est pourquoi il ne faut pas trop se focaliser sur le court terme, les marchés à court terme, la volatilité, les gros titres et toutes ces nouvelles, car les choses peuvent changer rapidement. Et c'est pour cela que vous voulez être là, à chacune des présences de Sarah. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, là où vous recevez votre balado. Nous sommes sur YouTube, donc vous pouvez nous voir maintenant. Une bonne et une mauvaise nouvelle, diront certains. La mauvaise nouvelle, c'est moi, et je pense que tout le monde peut deviner qui est la bonne. Ah, et c'est moi la bonne nouvelle? Oui, il suffit de regarder l'écran pour se rendre compte, Sarah. Ils n'ont même pas besoin de votre incroyable capacité d'analyse pour se rendre compte. Alors, donnez-nous un j'aime et un commentaire 5 étoiles, pourquoi pas? Nous en serons très heureux. Sarah, au-delà de cette volatilité, votre vision fondamentale de ce qui se passe avec les actions et les obligations a-t-elle changé d'une manière ou d'une autre au cours du premier semestre? Nous avons presque passé le premier semestre de cette année. Oui, écoutez, nous nous attendons à une croissance lente mais positive de l'économie d'ici à 2025. Nous pensons que les risques de récession, même s'ils ne sont pas négligeables, ont probablement beaucoup diminué maintenant que nous avons vu que Trump était prêt à réduire certaines de ses menaces tarifaires extrêmes. D'autres risques méritent d'être pris en compte. Les investisseurs se concentrent sur la dette publique et bien entendu les risques géopolitiques continuent d'être surveillés. Cela dit, de nombreuses banques centrales ont quelque peu abaissé leur taux d'intérêt au cours des 2 derniers mois. Mais nous pensons que la baisse des taux pourrait être limitée car nous devons surveiller l'impact sur l'inflation de ces tarifs douaniers. Nous devons surveiller cela de très près. Nous prévoyons 3 réductions seulement de 25 points de base de la part de la Fed au cours de l'année prochaine. Mais ces réductions seront probablement effectuées en fin de parcours. Ce n'est donc pas quelque chose qui va se produire au cours des prochains mois, mais probablement au cours de la seconde moitié des 12 prochains mois, si vous me suivez. Les rendements des obligations souveraines ont fluctué dans une fourchette assez large au cours des 2 derniers mois, sous l'effet de la croissance, de l'inflation et des préoccupations budgétaires, mais nous pensons qu'à l'avenir, les obligations souveraines offrent un potentiel de rendement acceptable, avec un risque de valorisation modeste. Nous avons donc une position neutre sur les obligations pour le moment. Les actions américaines à grande capitalisation se sont beaucoup vendues en avril, mais elles ont depuis regagné un peu de terrain. Cela dit, nous sommes toujours préoccupés par les valorisations des actions américaines à grande capitalisation. Nous pensons qu'il y a de meilleures valeurs dans les régions autres que les États-Unis. Nous surpondérons donc les actions, mais cette surpondération est davantage axée sur les actions européennes, asiatiques et des marchés émergents que sur les actions nord-américaines. Oui, c'est vrai. Et au fait, nous venons de lancer une nouvelle série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Invested. Invest, suivi de E-D majuscule, ED.
Si vous voulez y jeter un coup d'œil, et j'ai mentionné que j'avais trouvé ma pâtisserie turque préférée à Woodbridge, au nord de Toronto. Une pâtisserie de 2000 calories, je dirais. Une sorte de beignet super sucré et croustillant comme un churro et moelleux tout à la fois. C'est magnifique. Il y a tellement de bonnes choses à manger dans le monde entier, mais aussi beaucoup d'endroits dans le monde entier où il fait bon investir. Au début de cette année et à la fin de l'année dernière, nous sommes arrivés à un point où les États-Unis étaient trop chers par rapport à tous les autres. Encore une fois, cela ne veut pas dire que les prix ne peuvent pas augmenter, mais vous obtenez une meilleure valeur ailleurs, et ce dont vous avez profité pour modifier votre portefeuille. C'est vrai. Nous n'évitons pas complètement les États-Unis non plus, car nous pensons toujours qu'il y a là un potentiel de rendement intéressant. Mais si l'on considère les choses sur une base relative par rapport aux opportunités que nous voyons dans d'autres régions du marché, nous voyons une meilleure valeur en Europe et en Asie. En outre, notre point de vue sur le dollar américain nous incite à privilégier les actifs non libellés dans cette monnaie. Il ne s'agit pas seulement des valorisations et des opportunités sur les marchés eux-mêmes, mais aussi du potentiel ajusté au taux de change sur ces marchés. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous sommes sous-pondérés. L'Amérique du Nord est notre plus grande sous-pondération. Nous sommes sous-pondérés légèrement au Canada en raison du lien étroit entre notre économie, l'économie américaine et les menaces tarifaires, puis nous surpondérons l'Europe, l'Asie et les marchés émergents. On en a parlé. La question de devise est toujours pertinente. Nous en avons déjà parlé. Si je veux acheter... Bon, il y a encore de très bonnes entreprises aux États-Unis. Et certaines d'entre elles ne sont pas seulement de grandes entreprises américaines, ce sont de grandes entreprises mondiales. Certaines de ces énormes sociétés américaines réalisent parfois 70 ou 75% de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Et vous voulez détenir ces actions. Mais si vous achetez ces actions en dollars américains et que celui-ci se déprécie, non seulement par rapport au dollar canadien, mais aussi par rapport à n'importe quelle autre devise, votre rendement s'en ressentira. Vous devez donc être en mesure de gérer les devises au sein de votre portefeuille. Et c'est ce que vous faites, vous, dans votre portefeuille, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, beaucoup d'investisseurs ne tiennent pas compte de la monnaie lorsqu'ils investissent dans le marché des actions. Lorsqu'ils voient le résultat final de leur rendement, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensaient que le marché boursier avait augmenté de 10% et ils obtiennent un résultat de 5% au final. C'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte des devises qui peuvent en fait peser sur le résultat final de leur portefeuille. Ainsi, depuis janvier, l'indice du dollar américain a baissé de 10%. C'est le contraire de ce que l'on attendrait en cas d'extrême volatilité des marchés financiers, car le dollar américain sert généralement de valeur refuge. Et en cas de forte volatilité, c'est généralement un vent arrière pour le dollar américain. Le fait qu'il ait perdu 10% depuis le début de l'année est donc remarquable. Il est très cher, il est bien au-dessus de nos fourchettes de valorisation. Nous pensons que nous avons probablement plusieurs années de marché baissier pour le dollar américain devant nous. Donc, même si nous avons déjà vendu 10%, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de faiblesse. Ainsi, comme vous l'avez dit, si vous vous attendez à ce que le dollar américain baisse par rapport au dollar canadien, vous voulez couvrir votre exposition au dollar américain pour protéger vos rendements de tout mouvement aux États-Unis. C'est ce que nous faisons dans bon nombre de nos portefeuilles en prenant une position de couverture au sommet. Car le dollar américain est la principale devise à laquelle nous sommes exposés dans ces portefeuilles multiactifs. Nous voulons donc nous assurer que nous nous protégeons contre cette vente potentielle. Nous couvrons donc cette exposition au dollar américain au sein des portefeuilles. Oui, et c'est très important. C'est très important parce que la plupart des investisseurs de ces portefeuilles, même si je sais que nous avons des auditeurs américains aussi, nous parlons généralement des marchés canadiens ici et nous nous concentrons sur les investisseurs canadiens. Et c'est donc important parce qu'à un moment donné, ils vont ramener ces dollars à la maison. Et dans de nombreux cas, ils vont les reconvertir en dollars canadiens. Le taux de change est donc important. Corrigez-moi si je me trompe, mais sur de longues périodes, ce n'est pas aussi important parce que les choses s'équilibrent. Elles vont par cycle, mais sur des périodes plus courtes, cela peut faire une énorme différence en termes de rendement. Tout à fait. Le dollar américain évolue généralement selon des cycles de 7 à 9 ans. Nous sommes à la fin du cycle et nous venons de passer le cap. Nous avons eu droit à un marché haussier de 9 ans pour le dollar américain et il est passé à la vitesse supérieure. Nous sommes arrivés à une situation de survalorisation extrême du dollar américain. Cette situation commence à s'inverser. Nous nous attendons qu'un marché baissier qui devrait durer plusieurs années, car le cycle moyen du dollar américain est d'environ 7 ans. Cela dure assez longtemps.
Vous avez raison. En général, la situation a tendance à se stabiliser sur de très longues périodes, mais sur des périodes à court terme, elle sera beaucoup plus volatile. Par conséquent, si vous déplacez des dollars canadiens ou américains dans le cadre d'un investissement à court terme, cela aura un impact sur vos performances et vos rendements. Au cours de ma vie, le dollar canadien a oscillé entre 62 cents et 1,10 $ US. Et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Mais il y a eu 2 ou 3 moments de parité et 3 moments dans la fourchette des 60 cents. Vous obtenez donc ces cycles de longue durée et c'est pourquoi, à court terme, un investisseur professionnel comme vous ou Dagmara Fijalkowski, qui a déjà participé à l'émission à plusieurs reprises et qui est une experte des devises, peut positionner ses portefeuilles de manière à ne pas être affecté par ces grandes fluctuations de devises. Car lorsqu'elles commencent à bouger, les fluctuations peuvent être assez spectaculaires. Vous devez en tenir compte dans les décisions d'investissement que vous prenez. Oui, il s'agit de protéger l'alpha ou le rendement en évitant d'avoir un risque non géré par les portefeuilles. Très bien. Si nous envisageons la suite, que voudriez-vous dire à nos auditeurs en termes de positionnement de leur portefeuille à l'heure actuelle? Nous en avons beaucoup parlé ici dans les épisodes précédents. Il s'agit de continuer à renforcer le message selon lequel il faut ignorer le bruit à court terme et se concentrer sur les plans d'investissement à long terme dont nous avons parlé dans le passé. Je pense que c'est très important. Je pense que l'environnement auquel nous avons assisté au cours des 2 derniers mois renforce cette idée. Le premier semestre 2025 a été difficile à gérer, même pour les investisseurs professionnels que nous sommes. Il y a beaucoup de choses à discuter dans toutes nos réunions macroéconomiques, beaucoup de changements dans les prévisions en cours de route, mais il faut inverser les choses et considérer la volatilité comme une opportunité plutôt que comme une source d'inquiétude. Nous nous demandons donc si nous pouvons acheter des produits en solde ou moins chers qu'il y a quelques mois. Avril a été le 7e mois le plus volatile des 75 dernières années pour le marché américain des actions. Cette liste comprend des périodes notables comme la COVID, le lundi noir et la crise financière mondiale. Il faut replacer dans son contexte ce que nous avons vécu au cours du mois d'avril. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la première fois depuis 1950 que le S&P 500 a chuté de 10% en un seul mois et qu'il a récupéré l'intégralité de cette somme avant la fin du mois. Ce n'est qu'un exemple de la volatilité de l'économie. L'essentiel est donc de comprendre que les marchés sont volatiles, les marchés montent et descendent, il y a toujours de l'incertitude. C'est la façon dont vous réagissez à cette incertitude qui va faire ou défaire la performance de votre portefeuille d'investissement. Il faut donc s'assurer d'avoir des portefeuilles résilients, conçus pour résister à toutes les éventualités. Cela permettra d'obtenir des rendements plus réguliers sur le long terme et de maintenir nos investisseurs investis au lieu de paniquer face à la volatilité. Je pense qu'il s'agit là d'un message très important que nous devons continuer à renforcer, à souligner chaque fois que nous en avons l'occasion. Si vous suivez les marchés au jour le jour et que vous pensez que la volatilité est supérieure à la normale, vous avez raison. Et Sarah vient de le confirmer. L'année a été inhabituelle. Encore une fois, si vous revenez en arrière et que vous écoutez ce que nous avons dit l'année dernière, lorsque nous avons reçu Sarah, nous avons parlé de la possibilité d'une grande volatilité à l'approche de 2025. Et cela concernait en particulier les marchés d'actions américains. Et bien sûr, c'est ce qui s'est produit. On ne sait jamais exactement ce qui va déclencher cette volatilité, mais en général, lorsque les marchés sont chers et que l'on entre dans une nouvelle arène politique, pour ainsi dire, cela peut être un élément déclencheur. C'est ce que nous avons vu et nous avons constaté cette volatilité. Ce qui est parfois étonnant avec les marchés, si je ne vérifie les marchés qu'une fois par mois, que je vérifie les marchés à la fin du mois de mars et que je me dis d'accord, ça a l'air d'aller, et puis je me réveille et je vérifie les marchés le 1er mai, je penserais qu'il ne s'est passé pas grand-chose. L'idée est qu'à long terme, ces choses s'aplanissent. C'est pourquoi nous parlons toujours du long terme. Il ne s'agit pas simplement d'une phrase prononcée par un gestionnaire de placement pour vous inciter à ne pas prêter attention à ce qui se passe au jour le jour. Il s'agit de dire que l'on obtient cette cohérence sur le long terme. Et c'est ce que vous recherchez vraiment lorsque vous élaborez un plan d'investissement financier. C'est ainsi que l'on finit par réussir en faisant preuve de patience et de se concentrer sur ce plan à long terme.
Oui, c'est vrai, je peux vous donner quelques chiffres à l'appui. Il y a une chance sur deux que le marché boursier soit à la hausse ou à la baisse au cours d'une journée donnée. Si l'on étend cette période à 1 an, il y a 79% de chances d'obtenir un rendement positif sur 1 an. Si l'on étend cette période à 5 ans, il y a 100% de chances d'obtenir un rendement positif sur 5 ans. L'allongement de l'horizon temporel augmente donc la probabilité d'obtenir un rendement positif d'un portefeuille ou du marché. C'est pourquoi il faut ignorer les bruits à court terme. Je sais que j'ai l'air de me répéter, mais je pense que c'est important. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous vous avons invité. Vous avez toujours des idées intéressantes sur ce qui se passe dans le moment présent. Mais au fond, il y a des choses fondamentales, des éléments fondamentaux que vous devez faire. C'est la même chose pour moi. Lorsque ma femme m'écoute faire des vidéos, des discours ou des balados, elle me dit que je répète toujours la même chose. On dirait un vieux disque. Mais ces bases fondamentales, ces principes sont généralement les choses qui vont vous faire réussir sur le long terme et qui vous donneront parfois l'impression de ne pas savoir ce que vous faites à court terme. Mais si vous vous en tenez à ces bases fondamentales, vous réussirez généralement et vous ne paniquerez pas et ne réagirez pas de manière excessive. Ça ne fait peut-être pas toujours une émission passionnante, même si je nous trouve plutôt intéressant en général, mais c'est bon pour les placements et c'est ce que nous voulons en fin de compte. Oui, c'est vrai. Même pour mon propre portefeuille, comme je le disais plus tôt, je suis bien obligée de regarder le rendement de mes placements une fois par an parce que la planificatrice financière m'oblige à m'asseoir en face d'elle et à le passer en revue en détail. Mais sans cela, je n'y aurais probablement jamais jeté un coup d'œil, car à mon âge et à mon stade de carrière et de vie, il me reste probablement encore 20 à 30 ans avant de devoir vraiment m'en préoccuper. Alors avec un tel horizon temporel, je ne me soucie pas vraiment de ce qu'il fait aujourd'hui, demain, le mois prochain ou le trimestre suivant. Je ne le regarde même pas. D'accord. Alors, promettez-nous de ne pas y jeter un coup d'œil avant le mois prochain, lorsque vous serez de retour. Sarah, c'est toujours un plaisir de rattraper le temps perdu. Merci pour tout et on se reverra bientôt. Super, merci. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.